Étienne Vaucher, à côté de vous, cofondateur, merci professeur, cofondateur et président de la Fabrique de l'exportation. On aurait pu se comparer à d'autres pays, à l'international. Comment cette crise, Étienne Vaucher, rebat les cartes de ce commerce international auquel on va y voyager dans ce commerce international, notamment avec vous et avec d'autres intervenants cet après-midi. Qu'est-ce qui bouscule et comment cette crise bouscule ce commerce? L'activité internationale, la pratique internationale a été profondément bouleversée par notamment l'absence de voyage, notamment l'absence de salons internationaux, et puis des marchés qui, pendant 18 mois, ont été en stop and go en permanence, donc on ne savait plus très bien si ça ouvrait, si ça refermait, si ça réouvrait, etc. Et donc, du coup, toute une pratique, toute une population de gens qui sont actifs dans la prospection, dans le développement et la gestion de clients internationaux a été extrêmement déstabilisée, voire même un peu déprimée. Quand vous êtes responsable export dans une entreprise et que vous voyagez en général 3 semaines par mois pour faire des salons ou rencontrer des contreparties à l'étranger, soudain, quand vous êtes dans votre chambre avec votre Zoom, vous vous demandez si vous avez vraiment choisi ce métier-là pour ça, et s'il n'y a pas un peu un problème quelque part. En même temps, si vous voulez, ce qui est assez extraordinaire, c'est comme dans toutes les crises un peu violentes, donc en 3 ans, enfin on a vécu en 1 an ce qu'on aurait pu transformer en 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une acquisition de compétences et il y a eu beaucoup d'interrogations. On a beaucoup travaillé sur, OK, mais comment on adapte, comment on se transforme, qu'est-ce qu'on peut tirer finalement de cette opportunité, sachant que par ailleurs, on était quand même assez bien baqué par les dispositifs gouvernementaux qui permettaient d'avoir le temps de réfléchir un peu. Il faut dire aussi les choses comme elles sont en France. Si vous comparez à d'autres pays extra-communautaires en particulier, vous avez ici un certain confort qui a permis aux salariés de continuer à réfléchir prospectivement en disant « Ok, on est challengé sur le commerce international et sa pratique, mais en même temps, on peut peut-être en tirer parti. » Alors, ce qui est intéressant aussi, et je vais revenir ensuite sur ces pratiques, mais je voudrais juste développer aussi un peu un autre point qui est on a quand même, dans l'ensemble, tous vécu très violemment de l'instabilité et donc des stop and go. Et donc, du coup, ceux qui étaient positionnés sur peu de marchés, peu de pays, avaient quand même plus de difficultés que ceux qui étaient positionnés sur plusieurs marchés. Et ça, c'est un point, je pense, qu'il faudra retenir stratégiquement de cette crise, c'est que, et de toutes les crises, mais celle-ci en particulier, ceux qui étaient en prise un peu avec l'Asie, un peu avec l'Europe et un peu avec l'Amérique, avaient de l'inspiration, avaient des idées, avaient des réactions, avaient des benchmarks, avaient des capacités aussi simplement de production ou de vente qui étaient plus fortes que ceux qui étaient assez ramassés géographiquement. Donc cette crise a été vécue beaucoup plus favorablement par ceux qui avaient une empreinte commerciale et productive plus diversifiée. Et ça va revenir, à mon avis, dans les thèmes, qui est que dans la décennie qui va venir, il est probable que les crises vont se succéder. Elles peuvent être de tout type, sanitaires, mais aussi bien sûr des crises de tensions politiques, des crises de conflits commerciaux, des crises. Et donc les stratégies export en des entreprises sortent assez profondément modifiées par cette crise. En clair, je pense que la crise va nous faire sortir, nous qui sommes donc issus du modèle UPSALA. Le modèle UPSALA d'exportation, c'est de développement international, c'est je vais sur un pays voisin, pas trop loin, je conquiers ce marché, je m'y installe, et puis au bout de 3 ans, quand j'ai commencé à gagner de l'argent sur ce marché, je vais sur un second marché, j'y passe 3 ans, et puis etc. Et donc au bout de 10 ans, j'ai gagné 3 marchés, et encore, je peux aussi avoir échoué, c'est souvent le cas, 1 chance sur 2 en moyenne, et donc du coup, je me retrouve avec un marché et demi au bout de 10 ans. Cette approche, si vous voulez, incrémentale, régionaliste, c'est-à-dire qui commence par un centre pour aller dans la proximité, à mon avis, elle va tomber avec cette crise. Elle était déjà un peu challengée par les modèles des startups de digital qui n'avaient pas du tout une vision comme ça en disant je suis en France, je vais aller vendre en Belgique ma solution, mon application ou mon solution digitale. Pas du tout. On était sur je suis en France ou je suis aux États-Unis et je vais sur les N marchés les plus pertinents pour mon application. Si je suis Waze, je suis israélien, je ne cherche pas, je cherche à aller un peu partout dans le monde où les gens ont intérêt à avoir cette application et donc où j'ai la capacité à la projeter. Et donc cette approche, si vous voulez, qui coupe un peu la géographie, donc le modèle UPSALA classique, c'est un peu remplacé par le modèle global, qui est de dire, au fond, on va dissocier la prospection et le développement international du voyage. Puisqu'on l'a fait pendant 1 an et demi, ça veut dire qu'on peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voyager, mais on ne va pas penser tout le développement en fonction du voyage. On ne va pas dire « Ah, j'irai en Australie le jour où j'aurai 4-5 prospects et je ferai un voyage pour développer le marché australien ». On ne va plus dire ça. On va dire « Ah, le marché australien, c'est un marché très intéressant, avec un gros pouvoir d'achat, des gros moyens, etc. » Prospectons-le par Zoom, et s'il se passe quelque chose d'intéressant, alors à ce moment-là, projetons peut-être quelqu'un qu'on peut détacher sur place, ou allons-y. Mais on n'est pas sur « Bon, allons-y pour voir ». On ne va pas
commencer par ça. Donc ça, les gens ont appris, et des milliards de personnes ont appris à utiliser Zoom. Donc ce n'est pas juste une petite communauté. Donc là, il y a une adoption massive d'outils de partage d'écran, de partage de documents. Je parle de Zoom parce que c'est plus emblématique, mais derrière, il y a toute une suite logicielle, si vous voulez, de travail à distance, mais comme si le gars était à côté de votre bureau. Et je vais quand même vous raconter une anecdote. Moi, j'ai donc une équipe commerciale à Singapour qui prospectait l'Inde. Et on arrive avec les visas, les vaccinations à obtenir. Et le gars arrive à Bombay. Et les clients qu'il devait voir à Bombay lui disent « Mais écoute, c'est super, on va faire des visios depuis ton hôtel à Bombay. » Donc le gars, il a fait des visios avec des Indiens depuis son hôtel à Bombay. Et il est retourné à Singapour. Donc c'est dire que c'est entré non seulement dans les mœurs, mais ça va même presque devenir une norme. D'autant plus que les pays, si vous voulez, d'Asie, qui n'ont pas, pour l'instant, hyper bien performé sur la vaccination, c'est un tout petit peu en retard, et bon, super bien performé sur les confinements, pensent que, si vous voulez, pour tenir, ils vont plutôt jouer les quarantaines et la minimisation des flux de voyageurs, mais dans une durée assez longue. Ça veut dire que je pense qu'en Chine, on ne pourra pas y aller librement en 2022. Donc ça veut dire des choses qui sont assez importantes. Ça veut dire que ça fera 3 ans qu'un Français ne peut pas aller simplement en Chine, pour autant, sans passer 3 semaines de quarantaine, et si jamais vous avez un positif, vous êtes en galère pour 2 mois, enfin, pas facile. Donc cette manière de réfléchir à l'international en faisant abstraction temporaire du voyage, ou en tout cas en mettant le voyage un peu comme un des composants, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce que ça oblige à avoir des stratégies qui sont plus du coup voyage, qui veut dire pays, ça veut dire je vais où? Je vais dans un pays parce que je me déplace et donc je suis lié à un aéroport, je suis lié à une géographie. Non, je pense que là aujourd'hui je suis lié à un ensemble de prospects dans le monde qui m'intéressent, que je définis selon des critères et géographiques, mais aussi de taille, de mouvement, d'informations que j'ai sur ces prospects. C'est ce nuage de points que je vais engager. Je vais les engager par des formes des soft touch, donc des engagements légers, de Zoom. Je vais les engager par des agents de liaison qui vont faire la relation, le last mile de mon entreprise dans le pays. Et puis ensuite, je vais les engager plus traditionnellement dans la prospection. Mais si vous voulez, ça change beaucoup de choses. Et par ailleurs, comme c'est le modèle qui est dans la tech, mais c'était un modèle qui s'était déjà imposé dans beaucoup d'autres domaines, et que les moyens digitaux de distribution permettent aujourd'hui, par exemple, à des marques de devenir mondiales en extrêmement peu de temps. C'est-à-dire que si vous avez un bon compte Instagram qui raconte des choses marrantes sur les chats et les chiens, eh bien vous pouvez devenir un vendeur de shampoings pour chats et chiens sur Amazon, distribué dans le monde entier, pour autant que votre compte Instagram soit suffisamment attractif pour des Chinois, des Indiens et des Américains. Donc, cette conception, si vous voulez, un peu le monde est horizontal, la géographie n'existe plus, c'est un peu radical comme point de vue, c'est un peu provocateur, mais en même temps, c'est un peu pour ça qu'on est réunis ici. C'est ça que vous devez aussi rentrer dans le logiciel. C'est-à-dire dire, ouais, il y a la Belgique, l'Allemagne qui sont des pays voisins, mais l'Australie, c'est un pays très, très, très lointain, très inaccessible en avion, c'est extrêmement fatigant d'y aller, c'est tout un investissement, mais c'est quand même une proximité nouvelle du point de vue de ces outils de prospection. Étienne Vaucher, c'est davantage le digital qui a provoqué ça que le Covid? Tout était là. On n'a rien inventé pendant le Covid. Si vous voulez, Zoom, c'était là depuis très longtemps. C'est juste, si vous voulez, une adoption, et puis parce qu'il fallait survivre, il fallait fonctionner. Et donc ensuite, moi je me souviens dans ma boîte, les gars avaient sur leurs ordinateurs, leurs portables, des petits post-it pour cacher la caméra. Parce que la caméra, c'était intrusif dans le monde du travail. Aujourd'hui, la caméra dans le monde du travail, la caméra de l'ordinateur, je veux dire, c'est pas intrusif, c'est l'outil de travail. Et donc là, il y a une inversion. On a oublié, bien sûr, parce qu'en 2 ans, on oublie tout. C'est un peu le danger d'ailleurs de l'être humain, c'est qu'il ne sait même plus comment on fonctionnait il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, les gars refusaient les caméras dans les entreprises. Maintenant, tout le monde a adopté. Parce que, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont parlé à leurs grands-parents, c'est comme ça qu'ils ont parlé à leurs prospects, c'est comme ça qu'ils ont parlé avec leurs collègues, et donc ça leur a sauvé la vie, entre guillemets. Enfin, ça leur a permis de continuer à fonctionner. Bon, cette caméra, elle est centrale, mais ce n'est pas le seul outil. Ils ont réussi à travailler grâce à des outils qu'ils ont définitivement adoptés, et encore une fois, massivement à l'échelle mondiale. C'est rare qu'un outil, parce qu'il faut beaucoup de marketing, les gens les gens de Danone me disaient que pour, je ne sais plus quelle campagne de pub pour une de leurs marques, ils avaient dépensé 50 millions d'euros pour que les gens mémorisent l'association entre une marque et un slogan. Bon, c'est une adoption qui coûte extrêmement cher. Là, il y a une adoption, une campagne de pub monstrueuse, si vous voulez, pour l'adoption de cette technologie. Et pour le commerce international, c'est vraiment un territoire à explorer qui peut... Alors, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, il va y avoir des problèmes d'inflation des transports, il y a eu plein de choses comme ça. Mais il y a une nouvelle manière de prospecter qui est peut-être plus adaptée à un monde
assez complexe et surtout très, très volatile. Alors Étienne Vaucher, je voudrais qu'on aborde une autre conséquence de cette crise. En tout cas, on a le sentiment que le mot de globalisation, de commerce international, aujourd'hui sont des gros mots. Est-ce que le Covid signe la fin de la mondialisation telle que nous la connaissions? Ouais, bon, ça c'est quand le Covid est arrivé, il y a un débat politico-environnemental très pesant. Tous les anti-mondialisations se sont dit, il y a là, c'est génial. Et pas seulement des on va les casser, on va dire que c'est la fin du commerce international. Bon. Donc, vous avez eu des articles, je cite personne, des couves de journaux qui ont dit c'est la fin du commerce international, c'est la fin de la mondialisation. Pourquoi? Parce que les masques n'arrivaient pas. Les masques n'arrivaient pas pour des raisons assez simples, qui étaient que tout le monde voulait des masques au même moment et qu'on n'en avait pas fait de provision. Donc le problème n'était pas forcément un problème de commerce international, mais peut-être plutôt un problème de stockage, de précaution. Bon. Mais enfin, bref, le commerce international a été un peu... tout le monde lui est tombé dessus. Le coupable idéal. Le bouc émissaire. Ouais, le coupable émissaire. En plus, c'était lui le vecteur, puisque c'était effectivement par les avions venant de Chine, etc., que le virus est arrivé. Donc ça, c'est un truc assez classique, message messager. Il faut taper sur le messager, alors que, si vous voulez, on n'y est pour rien. C'est pas parce qu'on fait de l'import-export que le virus est arrivé en France, si vous voulez. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bref, toujours est-il qu'on s'en a pris plein la gueule, mais néanmoins, si vous voulez, la résilience du commerce international a été rapide, mais incroyablement rapide. Le commerce international a mis 4 mois à se remettre à son niveau pré-crise, alors que dans la crise précédente en 2008, elle a mis 4 ans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une crise du commerce international, ce n'est pas une crise non plus du financement du commerce international. C'était une crise donc purement sanitaire et donc des personnes. Le commerce international s'est remis à un niveau extraordinairement rapidement parce que, là je vous parle du commerce international des produits, parce que les gens ont substitué aussi des achats de services par des achats de produits. Vous n'allez plus au cinéma, vous ne faites plus de voyage, vous ne faites pas de tourisme, etc., moins au restaurant, vous n'allez pas au restaurant, vous achetez des produits pour vous équiper vous-même, des ordinateurs, et pour équiper votre maison, votre jardin, votre bricolage, etc. Et là, ça a été des booms extraordinaires sur... il y a des gars qui ont vendu, je sais pas, des planchas pour le jardin, mais c'était 300% les croissances. Donc il y a eu des trucs comme ça un peu hystériques. Et donc du coup, tout ça pour dire que cette transformation du commerce international, elle a été vécue un peu comme un challenge pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, le commerce international, il a besoin de faire ses preuves de soutenabilité, de durabilité. Il a un nouveau challenge devant lui. C'est le challenge, en gros, du cycle des 10 prochaines années. Son gros challenge, c'est de prouver qu'il est soutenable, de prouver qu'il ne nuit pas plus que la consommation domestique de produits domestiques au réchauffement de la planète. Et ça, c'est un vrai challenge, parce que dans l'esprit, aujourd'hui, un peu de tout le monde, c'est produit importé égale plus CO2, plus de CO2 qu'un produit pas importé. Et donc là, il y a un énorme travail des exportateurs qui va être nécessaire de prouver quelle énergie vous utilisez, carbonée ou pas carbonée, quel process de production, quel matériau, quel recyclage, quel cycle à la fin et quel bilan carbone. Je ne vous fais pas l'article, mais comment vous le montrez, pas comment vous le calculez, je pense que ça vous savez calculer, mais comment vous le racontez au consommateur, pour que le consommateur il compare toutes choses égales par ailleurs, pas, si vous voulez, un produit fabriqué avec une énergie non carbonée et qui a eu un transport, versus un produit fabriqué à une énergie hyper carbonée et qui n'a pas subi de transport. La comparaison, si vous voulez, elle n'est pas du tout la même chose si vous regardez que le transport ou si vous regardez l'ensemble du bilan carbone du produit. Néanmoins, ce sujet carbone va être archi majeur, sensibilité des consommateurs, mais aussi, évidemment, réglementation imposée par les gouvernements. Les gouvernements ont mis énormément d'argent, les États ont mis énormément d'argent sur la table, ils vont imposer aussi énormément de réglementation. C'est un peu le deal. Voilà, ça va être très 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 dur pour la communauté des entrepreneurs de rejeter ça, compte tenu de l'aide dont on a tous collectivement bénéficié. Bon, et sans doute des aides qui seront conditionnées. Étienne Vaucher, pour terminer quand même rapidement, je le disais tout à l'heure dans mon introduction en vous présentant, est-ce que le Covid a accéléré cette crise de l'exportation, notamment pour nos PME sur les territoires? On reproche souvent aux dirigeants, aux entreprises d'avoir une hexagonalité un peu aiguë. Est-ce qu'aujourd'hui les choses vont changer ou est-ce qu'au contraire ça va aiguiser cette frilosité à l'international? C'est une question difficile, mais je dirais que... Rapide en quelques mots, s'il vous plaît. Merci. Je pense que, si vous voulez, cette crise, elle montre un nouveau modèle, un nouvel archétype de PME exportatrice, PME ETI exportatrice. C'est une PME ETI dont le barycentre des décisions est sur un ensemble de pays et non pas sur la France. On sort d'un modèle, si vous voulez, où la PME exportatrice, c'est 25% à l'export,
ce qui veut dire ipso facto 75% en France, ce qui veut dire que le centre de vos décisions, c'est quand même la France, pour les recrutements, pour l'évolution du produit, pour l'organisation de l'entreprise. Si vous arrivez à penser votre entreprise par rapport à 3, 4, 5, 10, 15 pays qui sont vos pays clés, vous déportez votre barycentre de décision, vous prenez des décisions de recrutement, de produits et d'organisation qui sont en fonction de l'ensemble de ces marchés. Et c'est ce modèle-là qui est, à mon avis, la solution pour l'ensemble des entreprises pour prospérer dans les 10 ans à venir.